tous, bienvenue à cette plénière d'ouverture de Documation. Nous allons parler de GED, de gestion de contenu et d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on est beaucoup dans le débat. Est-ce que l'intelligence artificielle va créer des emplois ou en supprimer? Ce n'est pas l'angle de la table ronde aujourd'hui. On va plutôt s'intéresser aux applications dans l'entreprise en termes de gestion de documents, de gestion d'informations. Et vous allez voir qu'en termes de gestion de documents, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à la fin de la séance, puisqu'on va parler de documents, de dossiers, d'images, de photos, de documentation technique. Voilà, le panel de nos intervenants recouvre tous ces sujets. Avant de vous présenter les intervenants, une petite définition de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, il y en a beaucoup. Vous savez que l'intelligence artificielle est née il y a plus de 50 ou 60 ans, donc c'est déjà une vieille histoire. Cédric Villani est en charge, il vient de terminer un rapport sur les mathématiques, il est en charge d'un rapport sur l'intelligence artificielle. Voici la définition qu'il en donne. L'intelligence artificielle, c'est l'art de la programmation qui permet à un algorithme, un ordinateur, de réaliser des tâches subtiles en tenant compte de nombreux paramètres. Et donc, selon lui, il y a trois types d'applications de l'intelligence artificielle. En un, c'est tout ce qui est déduction logique. En deux, tout ce qui permet l'apprentissage et les statistiques, c'est-à-dire le calcul de gros volumes de données en temps réel ou pas, c'est ce que nous verrons plus tard. Et enfin, l'exploration, qui est le troisième type, qu'on verra peut-être un petit peu moins aujourd'hui, qui recouvre davantage la recherche liée au jeu, les échecs et le jeu de Go, par exemple. Donc voilà, c'est une définition comme une autre. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous présenter les intervenants donc, qui sont à ma droite pour vous, à ma gauche. Donc tout d'abord, Fabrice Lacroix. Bonjour. Vous êtes CEO d'Antidote et fondateur d'Antidote, je crois. Voilà. Donc Antidote, c'est un moteur de recherche qu'on ne présente plus. Et donc vous êtes spécialisé dans tout ce qui est gestion d'informations, métadonnées, calcul automatique. Et notamment, on en parlera tout à l'heure, dans des applications qui permettent de recouvrer la documentation technique au sens large. Ensuite, Xavier, non, c'est Malo Genquin, voilà, Malo Genquin qui est juste après donc de M-Files. Vous êtes directeur de l'ingénierie système pour la France de M-Files. Et donc M-Files est un éditeur d'origine finlandaise, à la base, qui est spécialisé dans tout ce qui est EIM, Enterprise Information Management, et gestion intelligente de l'information. Voilà, et donc tout ce qui peut être intégration dans les dans les systèmes d'information des grandes entreprises. Ensuite, Xavier Bost. Donc vous êtes docteur ingénieur logiciel chez Orkis. Donc là, on est davantage dans le domaine du DAM, c'est-à-dire de la reconnaissance de l'image. Et peut-être qu'on aura une question spéciale pour vous à la fin, puisque vous êtes thésard, vous êtes dans le domaine des nouvelles technologies, mais vous êtes aussi philosophe. Alors, il y aura peut-être des questions intéressantes à la fin. Et enfin, Jean-Christophe Bury. Donc vous êtes vice-président du campus numérique de La Rochelle, le laboratoire L3I, qui est assez connu. Voilà, je ne sais pas si dans le public vous connaissez. Donc vous êtes directeur adjoint du laboratoire informatique, images et interaction, d'où le nom L3I, chercheur en analyse de documents, et vous êtes aussi responsable pédagogique et enseignant. Oui, c'est ça, je suis professeur d'informatique à l'université. Voilà, dans le master Icône à La Rochelle, qui est un master sur l'ingénierie des contenus numériques en entreprise. Tout à fait. Voilà, donc présentation de nos différents intervenants. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons 3 représentants d'entreprise et un chercheur. Il est assez difficile aujourd'hui d'avoir sur un plateau des retours d'expérience dans le domaine, mais nos intervenants m'ont promis que l'année prochaine, il y en aurait. On est quand même au début de ces applications-là. Donc première question. Quel est, dans vos solutions, quel est l'apport de l'intelligence artificielle? C'est-à-dire que tout ce qui est gestion électronique de documents, on voit bien ce que ça recouvre. Mais dans vos solutions logicielles, comment avez-vous intégré l'intelligence artificielle? Depuis quand? Et qu'est-ce que ça permet concrètement de faire qu'on ne pouvait pas faire avant? Qui veut ouvrir le feu? Allez. Volontiers. Malo Genquin. Oui.
Alors effectivement, l'intelligence artificielle est en train de revêtir une importance croissante dans le milieu des éditeurs de logiciels, de type GED, de type CM. Jusque-là, je dirais que nous étions dans une approche de gestion du patrimoine documentaire, de gestion du patrimoine de contenu de l'entreprise. Il s'agissait essentiellement de sortir du chaos numérique ou d'éviter d'y tomber pour les rares chanceux qui étaient épargnés. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, il va s'agir de deux choses essentiellement. Tout d'abord, d'atteindre de nouveaux standards en termes de productivité de l'employé sur poste de travail informatique. Et deuxièmement, je dirais, de générer beaucoup plus de valeur, de générer de l'information à partir... Ça revient, oui. Merci. De générer plus d'informations, justement, à partir des contenus bruts. Donc ça, c'est le premier point. Donc l'IA prend un rôle vraiment important chez nous, les éditeurs. Ça s'est traduit comment chez nous? Tout d'abord, l'année dernière, par le rachat, l'acquisition d'une start-up canadienne qui s'appelle Apprento et qui fait partie des meilleurs dans le monde sur un sujet très précis de l'IA, qui est l'analyse du langage naturel, l'analyse et le traitement du langage naturel. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à comprendre le sens des textes, le sens d'un email, le sens d'un fichier Word, et non plus simplement d'aller numériser un contenu. Ça, c'était l'OCR, la LADRAD, que les spécialistes de la GED connaissent bien. Donc là, on n'est pas dans ça. On est vraiment dans comprendre le contenu pour savoir de quoi ça parle, pour pouvoir en extraire de l'information, des métadonnées pertinentes, et également pouvoir faire de la synthèse. Car une fois que l'on sait comprendre un texte, on peut en faire une synthèse. Et Dieu sait que ça va être utile pour nous tous qui recevrons beaucoup trop d'informations tout au long de notre vie professionnelle et même personnelle. Donc là, on va être dans une autre dimension puisqu'il va s'agir de pouvoir digérer très rapidement des nouveaux contenus. Voilà comment ça s'est traduit chez nous. Très bien. Fabrice ? Alors, comme vous le disiez, on est spécialiste en moteur de recherche, technologie de moteur de recherche pour entreprises. Et on s'est mis à l'intelligence artificielle il y a une dizaine d'années, un peu plus, pour les problématiques de métadonnées, puisque un bon moteur de recherche, nos clients voulaient des facettes, vous savez, les filtres qu'il y a sur le côté. Les facettes sont souvent, les filtres sont issus des métadonnées, et la plupart du temps, les documents n'ont pas de métadonnées. Et donc les clients voyaient des démos, ils disaient c'est génial, je veux des facettes. On arrivait, on le mettait en place, et ils disaient on est super déçus, on n'a pas de facettes. Et on leur disait ouais, mais vous n'avez pas de métadonnées. Ils disaient comment on fait? Et donc on a développé des technologies depuis une dizaine d'années qui servent à créer automatiquement les métadonnées en regardant l'intérieur des textes. Par apprentissage, on est capable d'apprendre des métadonnées sur un ensemble de textes qui en a quelques-unes. Ça fait l'apprentissage et après de regarder les documents qui n'ont pas de métadonnées et de dire tiens, on va lui mettre telle métadonnée parce que quand on a appris, on a vu que tel type de document qui parlait de ça avait telle métadonnée. Donc on a développé ça depuis une dizaine d'années. Donc c'est déjà très très présent dans nos technologies. Pour autant, on s'est aperçu que les projets avaient beaucoup de mal à vendre ça aux entreprises parce qu'en fait ça ne correspondait pas à un besoin. C'est-à-dire qu'ils comprenaient intellectuellement, et on peut avoir une discussion sur les métadonnées et l'importance des métadonnées dans les moteurs de recherche. Et quand on travaillait avec les entreprises, on s'est aperçu que très très peu d'entreprises, à un moment donné, étaient capables de délivrer du budget et étaient capables de faire le lien entre ce principe technologique et fonctionnel et des cas d'usage dans lesquels ils pouvaient voir des ROI et des applications ciblées. Et ça, c'est peut-être un truc qui est très... j'aimerais avoir des témoignages, je pense qu'on pourra en parler ici pour les éditeurs, c'est-à-dire que il y a le principe, il y a les grandes théories, on peut parler d'IA, on peut parler de métadonnées, on peut parler de moteur de recherche. Puis quand vous regardez sur le terrain, finalement, les entreprises n'achètent pas de l'IA, elles n'achètent pas un moteur de recherche, elles achètent une réponse à un besoin métier. Et elles ne veulent pas savoir si il y a ou il n'y a pas de l'IA. Elles veulent une réponse efficace qui leur coûte le moins cher possible à mettre en œuvre, qui soit la plus résistante dans le temps à leurs besoins, voire même qui s'améliore au fur et à mesure de l'usage. Mais ils n'achètent pas la solution, ils n'achètent pas la technique qu'il y a derrière, ils achètent la réponse aux besoins. Et tout un des enjeux, je pense, dans toutes les solutions qu'on met aujourd'hui, c'est pas tant de dire il y a de l'IA, c'est de le mettre et de faire en sorte que les solutions soient meilleures, plus rapides à mettre en œuvre, demandent moins mettez vos métadonnées à la main, mais la machine peut les mettre pour vous, ou s'améliore dans le temps en apprenant
de l'usage, et en apprenant de l'usage des utilisateurs, est elle-même capable de... Donc je pense qu'il y a des grands challenges pour nous, et c'est sur quoi on travaille, c'était de dire toutes ces technos qu'on a développées depuis 10 ans, c'est finalement de les enfouir de plus en plus dans le logiciel pour qu'elles soient de moins en moins évidentes. Et aujourd'hui, on ne vend plus ces technologies, mais plus du tout, on les a retirées du catalogue. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de clients qui venaient nous voir et marginalement disaient « On a un problème de métadonnées, on cherche un truc pour taguer automatiquement nos documents. » On ne le fait plus. En fait, on leur dit « Ça, on ne vous le vend plus. » On a pris nos solutions, on les a rentrées, nos technos, on les a rentrées dans les solutions et on les vend comme une réponse packagée. Donc c'est plus en fait une offre de services et de fonctionnalités et pas un amour des algorithmes voilà, invétérés de la part. Je pense qui caractérise la maturité d'un secteur, c'est quand finalement, quand vous prenez ce téléphone-là, vous ne vous demandez pas ce qu'il y a dedans comme capteur, les gyroscopes, les machins, vous savez juste que le GPS il marche, que ça fait boussole, vous achetez l'usage, le service que ça vous rend, et pourtant c'est bourré de technologie. Je pense qu'un bon logiciel aujourd'hui dans l'IA et la bonne maturité de l'IA, c'est quand on a des solutions logicielles qui sont gavées d'IA, gavé d'algorithmes, d'apprentissage, ainsi de suite, et pourtant l'utilisateur ne voit rien. Et l'entreprise qui achète n'en supporte pas le coût projet. On peut dire une IA performante, c'est une IA transparente. Et ça rime. Voilà, qu'on ne voit pas. C'est beau. On est à la limite de la poésie. Xavier Boss, peut-être, Orkis ? Oui, donc pour Orkis, donc comme vous le disiez, Louise, Orkis est spécialisé dans le DAM, donc dans la gestion de ressources numériques. Alors, ce qu'on propose, c'est une suite logicielle qui permet à des utilisateurs professionnels de s'y retrouver dans leurs ressources multimédia, les images, mais pas seulement, les PDF aussi, les vidéos. Et le lien entre une solution de DAM comme la nôtre et l'IA, il est finalement assez naturel. Ça tient assez à la manière dont on fait de l'IA actuellement. En gros, pour faire un historique très rapide, il y a eu un changement de paradigme en IA dans les années 90. On est passé d'une période qu'on appelait le système expert, où en fait l'intelligence artificielle était essentiellement de l'intelligence humaine, qu'on se contentait de transformer en programme informatique. Et dans les années 90, il y a une rupture assez fondamentale. On est passé à ce qu'on appelle le machine learning. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est devenue un peu plus intelligente. Elle est capable d'apprendre à exécuter une tâche particulière. Donc, par exemple, on est capable maintenant de faire reconnaître sur des photos des objets, des catégories d'objets à des machines assez facilement. Et plutôt que lui donner des règles compliquées pour reconnaître, par exemple, je ne sais pas, tel animal, eh ben, on lui montre plein d'exemples de photos de l'animal qu'on cible, plein de contre-exemples aussi d'autres photos d'animaux, par exemple. Et elle est capable d'apprendre toute seule, entre guillemets, avec des algorithmes relativement généralistes, à exécuter sa tâche. Donc, le lien entre le DAM et l'IA est relativement naturel, puisque, en fait, dans une solution de DAM, il va falloir, pour retrouver efficacement ces documents, il faut les indexer. Et l'intelligence artificielle, précisément, elle va se nourrir de tous ces exemples d'indexation. C'est-à-dire qu'on lui dit que, par exemple, sur telle photo, il y avait telle personne, et au bout de 3-4 photos qu'on lui propose, la machine est capable de la reconnaître automatiquement. Donc, il y a une sorte comme ça de va-et-vient entre l'indexation manuelle et puis l'intelligence artificielle qui se nourrit de ce que l'être humain lui fournit en entrée. Donc il faut vraiment concevoir le lien entre un logiciel de gestion de ressources numériques et l'IA comme une sorte de va-et-vient, comme une sorte d'entraide mutuelle en fait, et pas du tout comme dans un rapport de compétition, de remplacement de l'homme par la machine. On n'en est pas du tout là, il n'est pas question de ça. Donc je dirais que le rôle qu'a pris l'IA dans notre solution, il est vraiment naturel. C'est vraiment lié à la manière dont on fait de l'IA actuellement, avec ces va-et-vient entre l'indexation humaine et l'indexation automatique. Est-ce que ça veut dire qu'on peut assez vite arriver, avec de l'entraînement finalement, puisque l'IA s'entraîne, à une indexation qui soit entièrement automatisée ? Alors, entièrement automatique, c'est toujours compliqué. Ça dépend un peu de ce qu'on veut reconnaître, par exemple, dans des images. Il y a des catégories qui sont plus ou moins simples à reconnaître. Et assez bizarrement, des catégories que l'œil humain reconnaît très facilement, elles sont parfois difficiles à reconnaître pour la machine. Parce que l'œil humain, il est préparé, ou en tout cas, il est motivé, entre guillemets. Il y a un contexte qui fait qu'il est très efficace, par exemple, pour reconnaître les visages. L'IA, maintenant, s'en sort relativement bien. Mais inversement, il y a des catégories qui vont être plus compliquées à reconnaître pour l'humain et pour lesquelles l'IA va très bien s'en sortir. Donc ça dépend un petit peu du type de catégorie qu'on veut faire reconnaître à l'IA. Le tout automatique, c'est pas forcément non plus souhaitable parce qu'il faut toujours qu'il y ait une supervision manuelle ou un contrôle humain, en tout cas que le contrôle humain soit toujours possible.
surtout dans des contextes un peu sensibles, les contextes biométriques par exemple. L'IA, elle prend des décisions probabilistes. Elle nous dit, voilà, j'ai vu un chat dans cette image avec 80% de chance. Donc c'est avec ça qu'il faut toujours qu'on se débrouille. Donc le tout automatique n'est pas forcément souhaitable. À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il soit complètement envisageable. Il faut vraiment le concevoir dans une interaction avec l'humain et avec la validation par l'humain des décisions prises par la machine. Très bien, merci. Alors vous, Jean-Christophe Bury, au niveau de votre laboratoire de La Rochelle, quels sont les travaux que vous menez en ce moment, qui sont plus sur tout ce qui est jet des maths, je crois ? Alors, avant d'aller sur cette notion de travaux qu'on mène, je voudrais revenir quand même sur la notion de définition de l'IA. Comme vous l'avez dit, effectivement, c'est une définition qui date un peu. Et elle a évolué avec le temps. On parlait de système expert, ensuite d'apprentissage machine, enfin machine learning. Ce qu'il faut voir, c'est que la majorité des systèmes qui sont utilisés actuellement utilisent un mécanisme, enfin un principe de base qui date de la fin des années 80. Et les réseaux actuels, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, fonctionnent sur le même principe de base. Et en fait, ce qui a beaucoup changé, c'est la quantité de données et surtout la puissance des ordinateurs. Parce qu'à l'époque, en fin des années 80, en fait, lorsqu'on voulait reconnaître des choses dans les objets, comme on essayait de décrire les objets. Par exemple, si on avait un chat, voilà, s'il a des oreilles pointues, donc on cherchait quelque chose qui avait une forme assez pointue, etc. Donc on essayait de caractériser ce qu'on voulait chercher. Et c'est à partir de ça qu'on arrive à reconnaître. Ce qui a changé avec l'intelligence artificielle et les systèmes actuels, c'est qu'en fait, on met l'image brute en entrée et que le système va apprendre petit à petit à reconnaître effectivement ce qu'on cherche. Mais pour cela, il y a quand même deux conditions. C'est qu'il faut la puissance de calcul. Et ça, on ne l'avait pas à la fin des années 80 et on l'a aujourd'hui. Et surtout, c'est la quantité de données. Parce que contrairement à ce qu'il a dit, il faut quand même pas mal d'images. Il faut entraîner. Donc, il faut lui montrer énormément d'exemples pour effectivement lui dire ça c'est un chat, ça ce n'est pas un chat, pour que la machine à la fin finisse par dire bah voilà, si on lui présente une nouvelle image, ça correspond à un chat. Ce qu'il faut voir également, c'est que comment dire, ces images, ces données, il faut qu'elles soient annotées. Et donc, quand on parlait d'intervention humaine, actuellement, pour permettre à un système d'apprendre, il faut une grosse quantité d'images, mais surtout dire, voilà, dans cette image, il y a bien un chat, dans cette image, il n'y a pas un chat. Donc, si on veut travailler avec une base d'1 million d'images, actuellement, effectivement, il faut manuellement, plus ou moins, annoter ces images. Ce qui peut être une contrainte quand même pour la phase d'apprentissage. Alors, dans les documents, c'est pareil. Lorsqu'on applique ça, on peut l'appliquer, effectivement, pour reconnaître des caractères. Et la problématique, justement, de l'intelligence artificielle, c'est que la communauté scientifique qui travaille sur l'analyse de documents, en ce moment, on se pose des questions, puisque depuis ces 4-5 dernières années, les progrès qui ont été faits fait que certaines problématiques sont quasiment en passe d'être résolues. Et donc certains chercheurs qui travaillaient depuis 15-20 ans sur la reconnaissance de formes particulières dans les documents, que ce soit des documents d'architecture ou autres, l'intelligence artificielle est en passe de résoudre le problème. Donc le travail qu'ils menaient depuis 15 ans pour gagner quelques pourcentages d'amélioration, finalement, n'a plus lieu d'être, puisque l'intelligence artificielle lui donne quasiment un taux de 100%. Sans effort particulier, puisqu'il n'a pas besoin de caractériser. On lui met l'image en entrée et le système en sortie lui dit voilà, c'est tel ou tel objet. Donc ça change beaucoup de choses et ça fait réfléchir la communauté scientifique qui travaille sur ce domaine-là. Merci. Alors, deuxième question, je pense que le micro marche. Donc, j'ai demandé à l'ensemble de nos intervenants de nous donner des exemples. Voilà, parce qu'on est un peu en panne aujourd'hui de savoir chez qui réellement, pour quel type d'application, dans quel secteur d'activité. Voilà, donc je sais que vous y avez réfléchi, donc peut-être qu'on peut commencer par ici. Voilà, qu'est-ce que vous avez à nous raconter de projets réels en cours sur ce sujet-là, qu'on puisse toucher ça du doigt quand même. Concernant Antidote, on a justement arrêté les projets et on a mis ça dans le produit. Alors, pour faire ça, on a remarqué aussi qu'il fallait qu'on arrête de faire un produit qui faisait potentiellement tout, parce que faire de l'apprentissage et rendre un produit intelligent dans une approche généraliste est extrêmement difficile. C'est-à-dire que soit vous dites je vends la techno brute et chaque entreprise doit faire cet entraînement, trouver les documents, mais on trouvait peu d'entreprises qui avaient les moyens ou avaient le business case en face pour justifier des budgets, à part à titre exploratoire pour rigoler avec la cellule innovation. Mais sinon, en termes de déploiement industriel, on avait assez peu d'exemples. Et on s'est dit, dans ce cas-là, on va arrêter de faire du projet, on va mettre ça dans le produit. Il faut qu'on trouve un use case de nos technologies, un cas d'application sur lequel on peut rentrer ça dans le logiciel
et c'est partout sans que ça se voit. Et donc on s'est focalisé depuis 2-3 ans sur un cas très particulier qui est devenu quasiment maintenant 100% de l'activité Antidote. On s'est mis sur l'information produit. C'est-à-dire on ne va pas prendre toute l'information de l'entreprise. Il y a de l'information RH, il y a de l'information commerciale. Nous, on s'est mis sur l'information produit. Pourquoi ? Parce qu'elle est extrêmement typée. On sait d'où elle vient. On a 5, 6, 7, 8, 10 sources d'information maximum dans l'entreprise qui correspondent à de l'information produit. On est capable finalement de la représenter, d'avoir une première représentation, une première caractérisation de cette information. Documentation technique, ce qui sort du PLM, des plans, des instructions, les manuels d'entretien. Donc on est dans une information qui a déjà une sémantique assez forte de par son usage. Et en plus, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on s'est focalisé sur cette information et dans une solution qui va de la captation, l'enrichissement, y compris les applications pour accéder à l'information. Je vous donne un cas d'exemple après, un cas de client après. En n'importe quoi, en maintenance par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que pour rendre la solution intelligente, il fallait qu'on suive ce que faisait l'utilisateur avec l'information. Qu'est-ce qu'il cherche ? Quand il cherche, sur quoi il clique, comment il l'utilise, combien de temps il lit chaque phrase. C'est-à-dire qu'on mesure carrément, nous maintenant, le temps passé par paragraphe dans la solution pour se dire tel utilisateur dans lequel cas lit ça, et ça on le trace. Et comme on est dans un cadre d'entreprise, c'est pas gênant. En plus, on a peut-être avec 2 micros, on va essayer comme ça. Il y a peut-être un des 2 qui marche. 3 micros, on peut essayer. Et donc, on anonymise. Allô ? Je tente un 3e. Ah, celui-là peut-être. Merci. Attends, tu vas prendre ça, Mado. On anonymise ça, mais surtout en disant, voilà, tel utilisateur qui avait tel besoin, qui est allé chercher telle information, a lu ça, puis a lu ça. Là, la solution stocke tout ça, elle apprend. Et après, elle peut devenir intelligente. Tiens, quand telle personne cherche ça, je vais plutôt lui prendre ça, ou il a plutôt l'habitude de lire tel type de contenu. Mais pour amener cette intelligence de bout en bout, qui va d'étudier les contenus, d'étudier les comportements utilisateurs et de croiser l'ensemble, il faut avoir un contrôle de la chaîne applicative de bout en bout. Vous ne pouvez pas juste livrer un morceau. Vous ne pouvez pas juste livrer un petit bout d'algorithme dans un coin et dire je vais faire une solution super intelligente. Et finalement, si vous regardez, c'est un peu ce que font les grosses plateformes aujourd'hui. Prenez même Google en mode entreprise. Google, il vous dit mettez tout dans le cloud chez moi. Salesforce, même Salesforce dans l'application comme ça, il dit mettez tout chez moi parce que comme je contrôle les datas, je stocke les données, je suis capable d'appliquer des algorithmes, je fournis les utilisateurs, c'est-à-dire que Salesforce, vous utilisez Salesforce pour consulter les données, donc je suis capable d'apprendre de tout ça, et donc ma plateforme sera plus intelligente. Et aujourd'hui, les applications qui arrivent à mettre de l'intelligence sont celles qui finalement intègrent la donnée et l'interface utilisateur en même temps pour pouvoir relier les deux. Donc voilà, donc nous on a pris un cas d'usage qui n'était pas le CRM, qui est l'information produit. Donc on a exemple qu'on a, Kone, donc qui est fabricant d'ascenseurs, et qui aujourd'hui a des applications en mobilité pour les gens qui font de la maintenance dans le monde entier. Et avant, ils avaient une petite appli de mobile qui leur disait où aller. On leur disait tu vas à tel endroit parce qu'il y a un incident, la porte du 3e étage s'ouvre plus. Le type débarquait, il disait vous êtes check-in, donc il disait j'y suis. Il devait attaquer son application, son truc, et puis voilà, ça s'arrêtait là. Puis là, il allait dans la camionnette, il cherchait les manuels, et il n'y arrivait plus. Et donc aujourd'hui, dans l'application, on fournit le contenu, on lui dit quelle tâche réaliser en fonction de son profil, de la configuration de l'ascenseur à un instant T. On regarde ce qu'il lit, on regarde combien de temps il met à faire chaque tâche, parce que chaque fois il dit suivant. Donc on sait telle tâche, combien de temps elle prend, parce qu'en fait, en traçant son usage de la doc, quand il passe à la tâche suivante, on sait combien de temps il a lu ça, mais ce qui veut dire aussi combien de temps il a mis à faire la tâche. Et donc, en remontant cette info petit à petit, vous êtes capable de retailler l'ensemble de la chaîne de maintenance en disant ça, c'est plus long que prévu, ça, il n'y a pas assez d'infos, là, le type a demandé du support en ligne parce qu'il n'a pas réussi à faire la tâche, donc vous devrez changer la doc à tel endroit. Et c'est là où vous créez de la valeur, c'est quand vous intégrez la donnée dans le processus et dans les interfaces. Et vous pouvez tracer l'ensemble. On va passer... Oui, c'est la même question pour vous 4. Donc, De mon côté, j'ai 3 cas d'usage à partager avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est c'est dans le domaine du monde pétrolier, l'exploitation pétrolière. Le souci est le suivant. Vous avez ces forages pétroliers ou gaziers qui ont une vie assez longue, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être plus. Et en fin de vie, arrive la problématique de décommissionner proprement un site d'exploitation. Imaginez, il y a eu bien sûr des produits dangereux. Il faut rendre le site le plus propre possible en partant.
Oui, décommissionner, c'est fermer un site. Pour les centrales nucléaires, on va parler de démantèlement. Voilà, cherchez le mot. Merci. Donc, pour arriver à démanteler, à décommissionner correctement, il faut se baser sur des documents fonciers, les documents des géomètres, des géologues également, qui ont servi à concevoir et à construire le site, donc 10 ans, 20 ans, 30 ans avant. Donc il faut remonter déjà très loin dans le temps et dans un espace documentaire qui peut être juste monstrueux. Je ne sais pas si vous avez idée de la quantité de documents générés par un site pétrolier. Sur sa durée de vie. Ça peut aller jusqu'à des dizaines de millions de documents pour les plus gros d'entre eux. Donc comment faire pour retrouver ces bons documents de conception pour ensuite pouvoir les utiliser et nettoyer correctement le site? L'approche manuelle, bien sûr, est à proscrire. Donc on va impliquer l'IA que l'on va entraîner. Là, il y a bel et bien un entraînement pour arriver à identifier dans chaque type de document utilisé par le pétrolier, identifier les bonnes informations avec la bonne sémantique. L'idée, grosso modo, c'est ensuite de pouvoir naviguer et rechercher les documents les plus utiles. Imaginez maintenant que vous recherchiez en mode classique, en mode plein texte, disons, une parcelle sur un site, une parcelle qui s'appelait numéro 3702. Si vous recherchez en plein texte 3702, vous allez aussi bien tomber sur la facture 3702 pour acheter des casques de protection. Vous allez tomber sur 3702 mètres carrés, 3702 gallons dans un baril, etc. Bref, donc vous voyez, c'est très compliqué d'obtenir l'info qu'on recherche. Donc là, l'idée, elle est encore une fois, avec l'intelligence artificielle et avec l'entraînement qui va bien, d'arriver à repérer, identifier toutes les informations, en fait, à les extraire de ces documents bruts pour ensuite pouvoir les rechercher de manière immédiate. Y compris des plans, tout à fait. Donc ça, c'est le premier exemple. J'en ai un deuxième où j'ai une petite vidéo, je peux vous la montrer ? Le deuxième cas d'usage, c'est tiré du monde, disons, juridique. C'est pour voir comment gérer facilement des documents relatifs à des contrats. Alors ça peut aussi être dans un contexte plus vente que strictement juridique. Voilà. Donc comment utiliser l'intelligence artificielle en combinaison avec la GED relativement à ce domaine des contrats juridiques. Vous voyez ici l'interface d'accueil de M-Files et nous allons glisser, déposer un document dans l'interface. Voilà, ce qui suscite l'ouverture de ce que l'on appelle la fiche des métadonnées. Et comme mes collègues ont pu vous le dire, effectivement, personne n'a envie de remplir à la main une fiche des métadonnées. Disons que peu d'utilisateurs auront le courage de le faire. Donc tout l'enjeu de l'IA, c'est d'automatiser le remplissage de ces métadonnées. Et c'est vraiment pourtant clé d'avoir ces métadonnées, puisque ce sont elles qui extraient l'information vraiment représentative, pertinente du contenu brut. Donc on bascule de la fiche de métadonnées vers la droite, où vous voyez la prévisualisation du contenu. Donc ce que l'on voit tout en haut, c'est qu'il s'agit d'un Non-Disclosure Agreement, un NDA. Voilà, donc ça c'est sa classe exacte. Il est relatif à l'entreprise ESTT Corporation. Le projet mentionné, c'est la construction d'un site web graphique pour ESTT Corporation. Et le contact chez ESTT, c'est un certain Daniel Hall. Donc maintenant, on rebascule à gauche dans la fiche de métadonnées. L'IA, pendant ce temps-là, en asynchrone, a fait ses petites recherches et va suggérer, je dis bien suggérer, des métadonnées. On parle de suggestion parce qu'il ne s'agit pas de forcer les choses. L'IA n'est pas encore totalement magique. Elle marche très bien dans certains cas, moins bien dans d'autres. Il ne s'agit pas de penser qu'on est vraiment dans un domaine magique. Pas encore, ça arrivera. Donc là, qu'est-ce qu'elle a pu faire concrètement pour nous ? Eh bien, premier élément, vous voyez les petites flèches en gris. Là, l'IA nous suggère que la classe du document en question est un agreement, c'est-à-dire un contrat. Très bien, on continue. Ensuite, elle nous dit que le client, c'est ESTT Corporation. Très bien, c'est vrai. Le contact chez ESTT, Daniel Hall.
Le type exact de document, de contrat, c'est un NDA. On fait bien la différence entre la classe, disons un petit peu générique, qui est l'agreement, un contrat, et son type particulier, qui est un contrat de confidentialité, un NDA en anglais. Le projet a été repéré également. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dès que l'on a détection du projet associé au contrat, ça va être utilisé pour donner vie au document, donner vie au contrat. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il va s'agir d'associer le contrat à un workflow. Typiquement, un workflow de validation ou d'approbation documentaire. D'accord ? On a un contrat, il faut le faire valider. Donc, d'emblée, l'IA va nous proposer d'associer ce document à un workflow. Et deuxième élément, il va y avoir changement des droits d'accès au document, puisque c'est un document relatif à un projet particulier, construction du site web 3612. Ce projet-là a certainement des contraintes particulières, des contraintes organisationnelles, donc il bénéficie d'une politique de droit d'accès particulière. Eh bien, on va automatiquement attribuer ces droits d'accès particuliers au document. C'est-à-dire qu'il ne sera accessible en lecture et ou écriture qu'à une certaine population, qu'à certaines équipes chez vous, dans votre entreprise. Vous voyez également tout en bas à droite, draft, ici, voilà, ça voulait dire qu'on était dans l'étape brouillon du workflow documentaire. Donc voilà, j'en ai fini pour ce deuxième cas d'usage. Le troisième que j'avais en stock à vous proposer, il est beaucoup plus générique. Il concerne tous les travailleurs finalement en entreprise, en tout cas tous ceux qui ont un poste de travail informatique, en poste de travail desktop ou en mobilité. C'est un cas d'usage qui est basé sur la technologie Apprento que nous avons racheté donc l'année dernière. Il s'agit d'analyse du langage naturel. Et donc là, nous sommes capables d'analyser un email. Alors admettons, Louise, je vous envoie un email en vous demandant, voilà, j'aimerais parler avec vous de tel projet la semaine prochaine. Est-ce que vous auriez un créneau d'1 heure ? Je vous envoie cet email. L'IA que nous mettons en place est capable de non seulement analyser le texte, je dirais un peu comme un OCR le fait, donc il va identifier les mots, mais il va en comprendre le sens. C'est-à-dire qu'il va comprendre que essentiellement il s'agit d'une requête. J'émets une requête par rapport à un rendez-vous. Donc je veux obtenir un rendez-vous. Quand ça ? La semaine prochaine, pour une durée d'1 heure. À partir de là, l'IA va s'interconnecter avec votre annuaire, votre agenda Exchange, par exemple, et va trouver automatiquement un créneau d'1 heure. Il va même en trouver 2 ou 3 et vous dire, voilà, Louise, vous pouvez proposer à Malo 2 ou 3 créneaux pour la semaine prochaine, mardi 15h, jeudi 17h. Vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton pour que ça se fasse. Vous voyez bien que là, je ne dis pas qu'on le fait de manière automatique. Ce serait envisageable. Mais est-ce que ça serait souhaitable pour autant ? Sans doute pas, parce que si vous laissez une IA gérer votre emploi du temps, vous imaginez tout de suite, vous n'êtes plus maître de vous. Bon, heureusement, l'idée est encore une fois de ne pas se substituer à l'être humain, mais plutôt de l'accompagner dans tout ce qui est laborieux. Gérer un agenda, c'est déjà pas mal, mais imaginez qu'au lieu d'envoyer ma requête à Louise, je l'ai fait à nous 5. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Typiquement, on lance un doodle. Vous avez peut-être fait ça pour certains d'entre vous. Bon, mais c'est relativement pratique. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on aille chercher l'information là où il est, qu'on aille croiser toutes les disponibilités et qu'on fasse une suggestion spontanée. Et là, du coup, on voit que l'IA va nous amener à transformer les usages, à basculer dans un mode push, où on propose spontanément à l'usager une information utile et des actions associées. Donc c'était mon troisième cas d'usage. Vous voyez, il est vraiment générique, il s'applique potentiellement à tout le monde. Je n'ai plus de micro, donc on va passer la parole à Xavier, qui a peut-être pas mal d'exemples dans le domaine images, audiovisuel, photos, etc. Oui, donc pour Orkis, on a plusieurs cas d'usage où l'IA est absolument, on ne va pas dire nécessaire, mais apporte une plus-value certaine. Alors, le premier cas d'usage, c'est l'indexation des vidéos. Donc, la vidéo, c'est évidemment un média qui peut poser des problèmes d'indexation, au sens où c'est tout simplement, à la différence de la photo, c'est un média qui se déploie dans le temps.
Une vidéo, par définition, on ne peut pas l'appréhender d'un seul coup d'œil, globalement, mais pour pouvoir l'indexer, ça nécessite le temps du visionnage, voire de plusieurs visionnages, et le coût d'indexation est relativement élevé en temps et bien sûr en argent. Donc c'est là que l'IA peut jouer un rôle. Pour pouvoir indexer automatiquement une vidéo, on peut bien sûr s'appuyer sur l'image, mais on peut aussi s'appuyer sur la bande son quand il y a des contenus parlés. Donc c'est un choix que Corkis a fait depuis 2010. On a développé des partenariats avec des laboratoires de recherche spécialisés dans le traitement du langage naturel et dans le traitement de la parole. Et ce qui en est ressorti assez vite, c'est une solution qu'on a commercialisée sous le nom d'EasyTag, qui permet automatiquement d'indexer les vidéos sur la base de la bande son. Donc ça se déroule en deux passes. Une première passe de transcription automatique des contenus parlés et une deuxième passe, tout ça avec de l'IA bien sûr, d'extraction de thématiques qui vont être caractéristiques de la vidéo. Donc bien sûr, comme toujours, comme le disait mon voisin de gauche, la supervision humaine est toujours possible. Une fois que la machine va proposer des thèmes pour caractériser la vidéo et la retrouver plus efficacement, l'utilisateur a toujours la possibilité. Donc l'utilisateur a toujours la possibilité de valider, d'invalider au contraire les thèmes qui ont été automatiquement proposés par la machine. Alors, le facteur un peu différenciant dans le fait d'intégrer ces technologies d'indexation automatique directement dans notre produit Ajaris, c'est que pour le coup, les thématiques qui sont proposées comme pertinentes pour une vidéo donnée et pour un utilisateur donné seront pertinentes pour cet utilisateur-là. Autrement dit, les mots-clés qui sont proposés comme caractéristiques de la vidéo ne sont pas des mots-clés génériques, sont des mots-clés qui sont pertinents en contexte. Donc par exemple, si on a une base où l'écologie est une thématique dominante, proposer écologie pour caractériser une vidéo, ce ne sera pas très judicieux parce que toutes les vidéos potentiellement parlent d'écologie. Donc on va seulement proposer des thématiques qui sont caractéristiques de la vidéo et différenciantes par rapport aux autres vidéos. Donc tout ça pour faciliter bien sûr la recherche ultérieure. Et le point important sur la transcription automatique, donc la transcription automatique peut être aussi une finalité en soi, ça peut être un but en soi de transcrire une vidéo pour faire du sous-titrage pour des raisons d'accessibilité. Ça peut comporter bien sûr des erreurs, la transcription automatique, et ce qui est remarquable avec l'IA, c'est qu'on arrive à faire de l'indexation relativement robuste avec une transcription qui est parfois imparfaite. C'est-à-dire que quand une IA vous propose des possibilités, quand elle vous dit, voilà, moi j'ai entendu ce mot-là à tel moment de la bande-son, elle vous donne toujours un score de confiance. Comme elle vous donne un score de confiance quand elle vous dit, voilà, sur cette image, j'ai reconnu cette personne. Et avec ces scores de confiance, du coup, on peut pénaliser certains mots où il y a de l'ambiguïté, on n'est pas sûr que la machine les ait bien transcrits, pour se focaliser au moment de l'indexation sur des mots qui sont fiables. On est encore dans l'aide et l'accompagnement plutôt que dans l'indexation automatique. Oui, bien sûr. Sur l'analyse du langage naturel, on commence à faire des choses qui sont très fines, mais il y a toujours effectivement cette phase de validation humaine. Et dans la machine, c'est ce que je disais pour commencer, dans la machine va elle-même se nourrir avec ces allers-retours entre la validation humaine et qui sert à nouveau de base d'apprentissage pour la machine. Donc c'est un peu le même genre de démarche qu'on a voulu développer sur le deuxième cas d'usage, qui est la reconnaissance faciale. Donc la reconnaissance faciale, c'est un tout nouveau module qui est intégré à notre logiciel Ajaris. C'est un module qui permet aussi de tâter un petit peu le terrain pour faire de l'indexation plus générique d'images par la suite. Et la reconnaissance faciale, pour le coup, ça peut avoir plein d'objectifs. Un des objectifs qui me paraît intéressant, un des cas d'usage intéressants, c'est finalement reconnaître pour anonymiser. On voit souvent l'intelligence artificielle comme quelque chose qui pourrait être attentatoire aux libertés ou à la vie privée. On peut se servir de la reconnaissance faciale pour reconnaître les gens, mais on peut aussi les reconnaître pour mieux les flouter sur des photos, pour préserver leur anonymat. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est intéressant. L'IA, elle est ce qu'on en fait. Elle n'est pas machiavélique en soi. Donc pour le coup, la reconnaissance faciale peut aussi avoir cet usage-là. Et la reconnaissance faciale, le module de reconnaissance faciale qu'on a développé, qu'on présentera plus en détail pendant notre atelier jeudi, mais c'est un module qui utilise des technologies de pré-apprentissage qui permettent effectivement de travailler avec très peu d'exemples. Au bout d'une photo donnée pour chaque personne qu'on veut cibler, on est capable, avec un taux de confiance qui est très élevé, de la reconnaître à la prochaine fois. Donc,
Pour le coup, on est moins dans cette problématique où on aurait du mal à récupérer des données annotées. Je dirais que dans un logiciel de DAM, on récupère naturellement des données annotées, tout le temps. Donc du coup, on est moins dans cette problématique de trouver des données sous une supervision humaine. On l'a, et on a ce travail de va-et-vient entre ce que l'utilisateur humain va fournir en entrée à la machine, l'indexation qu'il va faire, et puis dont la machine va se nourrir pour mieux accompagner ensuite, bien sûr, l'utilisateur. Très bien, merci. Jean-Christophe, donc vous, dans le laboratoire, sur quel type de projet travaillez-vous? Parce que vous travaillez sur des projets pour des organismes publics ou des entreprises, je crois. Alors on a différents projets de recherche, effectivement, soit en lien avec des entreprises, soit directement des projets de recherche que l'on mène, nous, sur notre propre volonté. Disons que la progression, les progrès qu'ont fait l'intelligence artificielle ont permis, notamment sur la reconnaissance d'écriture manuscrite, d'augmenter les taux de reconnaissance. Et donc, par exemple, des applications que l'on a, c'est de reconnaître le scripteur. L'analyse graphologique, entre guillemets, que l'on faisait manuellement, on arrive maintenant, effectivement, à identifier si un texte a été écrit par telle ou telle personne. Donc, c'est un type d'application que l'on a. Tout à l'heure, Malo mentionnait le fait que les entreprises ont énormément de documents. Un autre aspect sur lequel on travaille, c'est justement quand une entreprise a un patrimoine, on va dire, documentaire très important. Alors, on peut dématérialiser effectivement ces documents, donc on se retrouve avec une base de données énorme, mais c'est essayer de donner du sens à tout ça, et donc de créer des liens intelligents entre les différents documents. Et donc, une partie de nos recherches, effectivement, vise à analyser ces documents. Donc on peut reconnaître effectivement des mots-clés, comme on l'a vu tout à l'heure, des métadonnées. Mais ensuite, c'est de regarder entre ces différents, créer des familles de documents et créer des liens pour permettre de, on va dire, naviguer plus facilement dans cette masse documentaire. Via des noms propres ou des noms communs Alors ça peut être effectivement ce qu'on appelle les entités nommées, oui, ça peut être des noms communs. À titre d'exemple, on a travaillé avec les archives du tribunal international. Et donc, en fait, ce sont des documents hétérogènes, puisque là, on a des documents papier qu'on a numérisés, mais il y a aussi des vidéos, des archives vidéo, il y a des archives sonores, des bandes enregistrées. Et donc, l'idée, c'est d'aller reconnaître, retirer des mots-clés, effectivement, et essayer de faire un lien entre une vidéo et une jurisprudence qui a eu lieu, pour que les juristes, par exemple, accèdent plus rapidement à l'information. Donc, l'idée, c'est d'analyser, de développer des outils qui vont permettre de naviguer dans ces masses documentaires en créant des liens comme ça entre les documents. Un autre aspect sur lequel on travaille, on parlait de reconnaissance de visage. Effectivement, maintenant, certains organismes comme les banques ou autres mettent en place des systèmes d'authentification avec l'image, avec le visage. Nous, on essaye d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire que un type de fraude sur lequel on pourrait travailler, effectivement, c'est de présenter une photo au dispositif à la place de vous-même. Et donc l'idée, c'est de développer des systèmes qui vont regarder qu'on est vraiment en temps réel, que c'est vraiment la personne qui est devant, qui est présente, lui faire peut-être un clin d'œil, un sourire, et donc aller plus loin que la reconnaissance simplement du visage, mais la reconnaissance d'expression en réponse à un scénario que demanderait la machine, par exemple. Donc voilà, c'est des projets sur lesquels on travaille. Je parlais de fraude, effectivement. La fraude documentaire fait partie aussi des éléments sur lesquels on travaille, puisque les banques et les assurances n'osent pas l'avouer, mais effectivement, il y a beaucoup de fraude. Et l'idée, c'est d'aller chercher effectivement des anomalies dans les documents. Soit en allant regarder qu'un chiffre a été modifié, par exemple, si c'est une fiche de salaire, ou alors analyser la sémantique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'une fiche de paie, aller voir que le numéro de SIRET correspond à une entreprise qui est bien réelle, et donc recouper les informations en allant chercher ce qui se passe sur Internet, par exemple, avec des documents, des éléments qu'on aurait extraits du document lui-même. Merci. Alors, Fabrice veut rajouter quelque chose, allez-y. J'avais un commentaire ça m'a fait penser à un truc quand tu parles de fraude. Il y a des conférences très intéressantes et des papiers scientifiques aussi très intéressants en ce moment. Il faut savoir qu'il y a deux trucs. Il y a une espèce de choc des mondes en ce moment. L'exemple est connu dans les fake news, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui développent des algos pour détecter les fake news, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui utilisent l'IA pour générer des fake news, comme il y a des gens qui utilisent l'IA pour détecter de la fraude bancaire, mais il faut savoir qu'en face, que les mêmes technos sont utilisés pour générer de la fraude bancaire qui elle-même n'est pas détectable par l'IA. Et en ce moment, ce qui est absolument incroyable quand on bosse dans le monde scientifique, c'est de se rendre compte des courants et des forces qui s'opposent, donc avec des travaux et des investissements, mais en dizaines, centaines de millions, sur des courants opposés où les uns essayent de contrer les autres en utilisant plus ou moins les mêmes technos. C'est absolument incroyable. Et après, vous avez des métatrucs où il y a des technos qui disent « je suis là pour détecter de la fraude,
mais il faut que j'ai dans mon algo le truc qui détecte le truc anti-fraude qui essaie de me faire croire que c'est pas un fraudeur. Enfin, c'est hallucinant. Il faut voir ce qui se passe en ce moment. C'est phénoménal. Hein. Nous-mêmes, pour créer nos jeux de données, effectivement, on utilise des outils comme ça pour créer des faux documents, quoi. Est-ce que c'est un peu comme les hackers, où finalement les hackers ont toujours un temps d'avance sur les logiciels antivirus? C'est peut-être un petit peu pareil. L'idéal, c'est d'avoir un temps d'avance aussi, mais voilà, ça va vite. Alors, une dernière question pour nos intervenants, puisqu'après, on va laisser la parole aux participants pour les questions. Alors, peut-être je vous demanderai des réponses rapides, mais voilà, si des participants dans la salle souhaitaient se lancer dans l'aventure de documents produits, de docs techniques, d'images ou autres, en quelques mots, quels conseils vous donneriez avant de se lancer dans des projets de ce type? Ayez un use case très défini avant. En fait. On peut se perdre, on peut des mois, engloutir un temps considérable, une énergie considérable de l'entreprise. Surtout se dire voilà ce que je veux, voilà ce que j'aimerais améliorer chez moi, quel que soit le sujet. Qu'est-ce qui me pose problème? Où est-ce que j'ai de la souffrance dans l'entreprise? Et qu'est-ce que je vais améliorer? Parce qu'au moins vous savez, vous pourrez surtout regarder les technologies, regarder les fournisseurs de technologies, dialoguer avec eux et pas dire je cherche un algo mais je cherche à résoudre ça. Et la personne pourra vous dire j'ai tels algos, on peut essayer ci, on peut essayer ça, mais surtout vous pourrez mesurer. Et le truc, c'est de pouvoir mesurer le résultat de ce que vous recherchez. Est-ce que ça améliore, ou pas? Donc il faut que vous ayez un use case. Pas de use case, c'est juste pour voir de la techno ou dire tiens, qu'est-ce que c'est? Et si on essayait ça sur je suis assez dubitatif. Alors pour faire très très court, pour réussir un projet, démarrer un projet relatif à l'IA et à la GED, en 2 mots s'il fallait, je dirais irritant et itérativité. Alors irritant, focaliser sur ce qui irrite vos usagers, sur les vrais problèmes, vraiment partez de là et non pas de ce qui peut paraître innovant. Revenons aux usages, à ce qui fait mal, à ce qu'il faut régler comme problème. C'est là où il y a le plus de chances d'avoir des budgets dans l'entreprise et de pouvoir transformer l'expérimentation en industrialisation, là où plein de projets s'arrêtent au POC. On connaît tout ça. Deuxièmement, itérativité, c'est-à-dire, bien sûr, ne pas faire du Big Bang d'emblée, commencer petit, sur un use case, avec une population, une entité, une division, une business unit particulière, qui a un vrai problème, un vrai irritant à traiter. Si vous faites ça, la technologie est au rendez-vous dès aujourd'hui. Oui, c'est difficile de donner des conseils de manière générale pour se lancer dans l'IA appliquée à ce genre de problématiques. Bon, il ne faut pas non plus surestimer les pouvoirs de l'IA. L'IA, elle est très efficace sur des tâches de catégorisation ou de reconnaissance. Alors la reconnaissance, c'est très vaste. Ça peut être effectivement reconnaître des mots dans un signal sonore, ça peut être reconnaître des visages, ça peut être reconnaître l'auteur d'un manuscrit. Donc bon, c'est quand même très large, mais malgré tout, l'IA n'est pas capable de tout. Elle n'est pas capable de raisonner au sens où un être humain raisonne, c'est-à-dire elle est capable d'enchaîner des inférences complexes. Elle reconnaît très bien. C'est vrai. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, la deuxième question, effectivement, que vous avez donc une tâche de reconnaissance de quelque chose, reconnaissance thématique, de thème dans un document. Encore une fois, c'est relativement englobant comme terme. Mais si vous êtes dans ce cas-là, dans la mesure où on est quand même actuellement dépendant de données, il faut que les IA, on l'a dit à plusieurs reprises, les IA, elles s'entraînent sur des exemples, sur des contre-exemples. La question qu'il faut vite se poser, c'est de savoir si vous disposez de ces données, si vous en disposez naturellement, pas naturellement, quel coût ça induit. Donc ça, c'est une question importante également. La dernière question, peut-être la plus importante, c'est quelle est la place de l'humain dans la solution d'IA que vous entendez déployer. Ça dépend un peu du contexte. Si vous êtes dans un contexte biométrique sensible, le tout automatique, effectivement risqué. On parlait tout à l'heure de la planification automatique d'un agenda qui peut comporter des erreurs. Enfin voilà, ça dépend un peu du contexte. En tout cas, il faut toujours prévoir une validation ou une supervision par l'être humain de ce que l'IA fait. Je ne vais rien dire de nouveau, puisque en fait, tout a plus ou moins été dit. Effectivement, il faut un use case bien défini, savoir quelle est la problématique qu'on veut résoudre, savoir effectivement que l'IA ne résoudra pas forcément en tout, puisqu'on n'en est pas encore là. Enfin, on a beaucoup peur de l'IA, mais voilà, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Voilà, il n'y a pas encore de magie complète. Donc, et les données, la présence de données, effectivement, pourra aider fortement, parce que sans les données, l'IA ne pourra pas être nourrie et donc ne pourra pas donner de résultats. Voilà. On a laissé du temps pour les questions, donc profitez-en. Ma question, c'est simplement, vous n'avez pas fait allusion à l'analyse textuelle. C'est pourtant une technique qui n'est pas toute jeune
et qui participe quand même très largement à la construction d'une connaissance. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Si je peux Par répondre, apporter une réponse, on peut faire une analyse statistique, on fait identifier un certain nombre de mots, éventuellement voir les synonymes, etc., pour en tirer du sens. Après, on peut peut-être essayer d'aller plus loin. C'est-à-dire que, et c'est là que l'intelligence artificielle va apporter quelque chose de plus, c'est qu'au-delà de l'analyse statistique du texte qui se faisait traditionnellement à une époque pour en générer des métadonnées, etc., c'est d'aller comprendre le contexte. Et enfin, sur ma partie recherche, effectivement, ce qu'on essaye de voir, c'est d'essayer de comprendre le texte, ce que ferait un humain, et essayer d'aller voir ce qu'il y a au-delà des mots. Voilà. Et donc de ne pas se contenter de l'analyse textuelle, et c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas abordé, puisque en fait, voilà, c'est une analyse classique qui se mène depuis longtemps maintenant. C'est pas un use case, l'analyse textuelle, c'est un moyen. C'est vous voulez en faire quoi de l'analyse? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Parce qu'en fait, il y a plein de façons de faire de l'analyse textuelle. C'est avec quel objectif? Faire de l'analyse textuelle pour l'analyse textuelle, vous voulez sortir les verbes, vous voulez sortir les personnes, c'est reconnaître les entités, c'est extraire les relations, c'est dans un contexte juridique, c'est sortir des références de loi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça peut être synthèse ou résumé, c'est qu'en fait, il faut un but, en fait. Parce qu'en fait, il y a autant d'algos qu'on va pouvoir appliquer en fonction du but. L'analyse textuelle, maintenant, c'est 500 algos différents, en fait. Et selon ce que vous voulez viser comme usage, on choisira une ou plusieurs classes d'algos. Et même pour faire pas de l'extraction d'entités, il y a 4 classes d'algos. Vous pouvez faire du CRF, sur les systèmes markoviens, vous pouvez faire plein de trucs. On a plein de classes d'algos différentes qui s'entraînent plus ou moins vite. Aujourd'hui, tout ça, c'est résolu. C'est pour ça qu'on n'en parle plus, je pense. C'est parce qu'on n'est plus au problème de l'algo. On est pour se dire quel est le bon algo pour le bon use case et qu'est-ce que vous voulez faire de cette analyse. Vous voulez ressortir quoi du texte? Et c'est pas le même algo pour faire du résumé que pour faire de l'extraction d'entités ou faire de la classif. C'est pour ça. Donc, mais on a tous les algos maintenant, c'est sûr. Une autre question? Alors, je vais peut-être en poser une de mon côté, parce qu'on l'a un peu posé quand on a préparé cette table ronde. On s'attend à ce que l'IA traite tout de manière très rapide en temps réel. Est-ce que finalement, il faut attendre de moteurs d'IA, hein, comme vous dites, c'est transparent, c'est un peu caché. Est-ce qu'il faut en attendre du temps réel, ou est-ce que finalement, on n'a pas intérêt à en entendre autre chose que du temps réel ? Oui, alors effectivement, bonne question. Pour que l'IA soit performante, il faut qu'elle soit transparente. Vous vous souvenez désormais, pour qu'elle soit transparente, il faut qu'elle soit donc très performante, que l'analyse se fasse dans un laps de temps qui est confortable, voire indécelable par l'être humain. Tout à l'heure, vous avez vu l'exemple que je vous ai donné, le numéro 2, c'était sur l'analyse d'un contrat juridique. Bon, ça, dans MFiles, ça se fait, on va dire, dans la seconde à peu près, donc c'est totalement transparent. Donc ça marche bien. Maintenant, pour des textes qui seraient beaucoup plus longs, très compliqués, des documents qui feraient 100 pages, un report dans le domaine pétrolier, par exemple, avec des données de forage, 100 pages, bon, avec plein de graphiques, ça va prendre plus de temps. Mettons, je ne sais pas, 20 secondes, 30 secondes. Est-ce que c'est acceptable pour vous ? Peut-être oui pour madame, peut-être non pour monsieur. Donc là, vraiment, on est dans un domaine vraiment où chaque année, les gains de performance sur les machines, sur les systèmes, vont rendre plus acceptable l'expérience de l'analyse en temps réel. Voilà. Et par contre, tout ce qui va être trop long sera à faire de manière différée sur les serveurs et livrera sa valeur de manière différée. Donc vous voyez que là, on a une corrélation directe entre l'évolution de la performance des systèmes informatiques et l'implication de l'IA en temps réel dans une interaction homme-machine. Oui, peut-être pour compléter ce qui a été dit. En fait, on l'a dit à plusieurs reprises, hein, l'IA comme elle se fait maintenant, elle nécessite un apprentissage. Cet apprentissage, il est très long par contre. Donc dès qu'on veut enrichir, je ne sais pas, mettons que je veuille reconnaître sur mes images une nouvelle catégorie qui est pertinente pour moi. Voilà, je ne sais pas, je veux reconnaître telle race de chat que je ne reconnaissais pas auparavant. Il va falloir effectivement que mon modèle, le modèle qui me permet de catégoriser, de reconnaître ces chats sur les images, s'enrichisse de nouveaux exemples et que derrière l'algorithme d'apprentissage soit lancé. Ça c'est très long pour le coup. Le temps réel n'est même pas envisageable. Par contre, en temps d'exécution, une fois que le modèle est construit et qu'on veut sur la prochaine image reconnaître le chat qu'on a appris à la machine à reconnaître, ça va être quasi immédiat ou ça peut être très rapide en tout cas. Mais le temps d'apprentissage reste très long. Donc là pour le coup, alors il y a des stratégies hein, pour limiter un peu ce temps d'apprentissage. Et ce temps d'apprentissage, ça a quand même un impact aussi sur l'utilisateur. En gros, ce problème-là va survenir
intervenir dès que j'ai de nouvelles catégories, des thèmes par exemple dans un document textuel, des thématiques, de nouvelles thématiques qui sont pertinentes pour moi et dont je voudrais bien que la machine apprenne à les détecter automatiquement. Donc c'est aussi un problème du côté de l'utilisateur, il y a un peu ce décalage. Les temps d'apprentissage dont je vous parle, alors encore une fois, on peut contourner un petit peu ça par des stratégies, certaines stratégies, mais ça peut se chiffrer en plusieurs semaines facilement. Donc voilà. Et donc, du point de vue de la recherche, justement, pour aller dans ce sens-là, les travaux qui sont menés, enfin une partie des travaux qui sont menés, c'est d'une part, effectivement, de trouver des architectures informatiques qui permettent de faire ces apprentissages beaucoup plus rapidement et surtout, comme on le disait tout à l'heure, avec beaucoup moins de données et d'obtenir justement les mêmes taux de réussite avec une quantité de données beaucoup moindre. C'est les deux aspects sur lesquels la communauté scientifique travaille actuellement. Très bien, bah, écoutez, merci. Maintenant, il y a des questions. Allez, on prend encore une question. Oui, bonjour, Pascal Colombani, je suis responsable de la gestion de l'information pour la branche exploration-production de Total. Donc j'ai une question, vous avez parlé d'un bon exemple sur le décommissioning des plateformes. Moi je voulais savoir comment vous voyez le positionnement de l'IA en tout ce qui concerne un peu la qualité de l'information. Parce que, comme vous l'avez bien dit, il y a des centaines de milliers de documents, voire des millions de documents, sauf qu'on retrouve des documents en plusieurs versions. On ne sait pas forcément quelle est la bonne. On parle de plateformes ou de choses comme ça qui ont 30 ans ou 40 ans d'âge. Donc la gestion de l'information à cette époque-là, j'aime autant vous dire qu'elle n'était pas brillante. Donc voilà, comment vous voyez le positionnement de l'IA pour être sûr qu'on a la bonne qualité de l'information aujourd'hui pour les utilisateurs ? Merci pour votre question, très intéressante. Je dirais qu'on va partir du constat suivant, comme on l'a dit maintes fois, l'IA n'est pas encore magique, donc le taux de pertinence, de fiabilité de 100% n'est pas encore atteint, sauf sur quelques cas d'usage très bornés, très spécifiques. Donc là, typiquement, sur le démantèlement d'un site, on va avoir affaire à une diversité de documents, comme vous le disiez, qui est tellement large qu'on n'est pas sur, disons, sur un domaine ultra borné. Donc on n'aura jamais le 100%, enfin en tout cas, pas à court terme. Donc comment faire ? On va mettre en place une approche, disons, de scoring, de détermination d'un score de fiabilité en fonction des informations qui auront pu être analysées. Donc là, on va dire, par exemple, cette information, elle a 70% de chances d'être juste ou même 30%. À partir de là, on va appliquer, disons, une approche de gouvernance de l'automatisme pour dire, sur tel sujet qui est très critique, où j'ai besoin de données fiables parce qu'elles vont avoir des conséquences importantes pour l'entreprise, eh bien, je ne vais accepter les résultats de l'automatisme que quand ils seront supérieurs à un certain score de fiabilité, mettons 80-90%. Alors que sur des usages plus bureautiques courantes, on va se satisfaire d'une pertinence peut-être de 60-70%. Donc voilà, pragmatiquement, comment on peut s'y prendre. Et je rajouterai qu'il y a aussi, entre le on accepte le résultat de l'automatisme ou on le rejette, il y a la position intermédiaire, disons pour des scores mitigés. On a la possibilité d'inscrire, disons, les résultats dans un workflow de validation humaine, où là, c'est un être humain qui va trancher. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question ? Très bien, bah écoutez, nous arrivons à la fin de cette table ronde. Donc, en tout cas, la reconnaissance automatique des micros n'est pas encore tout à fait. Mais merci aux techniciens quand même, parce qu'il a fallu switcher, switcher tout le temps. Je voulais vous signaler le dernier guide pratique qu'on vient de publier, Archimag, sur l'intelligence artificielle et des cas pratiques. Voilà, c'est tout beau, tout frais. On a vu aussi que c'était plus facile finalement de reconnaître un visage humain que des chiens ou des chats. Donc la complexité n'est pas forcément là où on pense qu'elle est. Voilà. Merci beaucoup à nos intervenants et merci à vous. Bonne suite de salon.